Bonjour. Je suis Emmanuel Amiblame, journaliste Radio Lomé. Dans le compte rendu du Conseil des ministres, vous aviez parlé du couplage des deux élections législatives et régionales. Pourquoi le gouvernement a jugé utile de les coupler au lieu de les faire une à une? Je vous remercie pour votre question. Je crois que nous allons ensemble faire un exercice pédagogique qui va consister à regarder notre processus de près. Le premier repère que je vous propose, c'est celui du Conseil des ministres du 25 novembre dernier, au cours duquel il ne vous a pas échappé que le chef de l'État a instruit que les élections qui sont attendues, donc en l'occurrence les législatives et les régionales, se tiennent au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Ça, c'est notre borne de départ. Une fois que nous avons cette borne de départ, qu'est-ce qui se passe? Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires transmet cette instruction du chef de l'État en Conseil des ministres à la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, la CENI est l'organe technique chargé de l'organisation de ces élections. La CENI regarde donc cette borne de la fin du premier trimestre 2024 qui est fixée, fait le décompte de l'ensemble des opérations préparatoires qui doivent être menées, parce que souvenons-nous, on dit que tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Tout ce que la CENI doit faire pour que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions de transparence, de sécurité, de fiabilité et donnent des résultats acceptés par tous doit être fait. Ça résulte en si vous voulez, des petits tronçons de tâches qui sont mises bout à bout et la CENI, après avoir fait tout cela, sort avec ce qu'on appelle son projet de chronogramme. Et c'est dans ce projet de chronogramme que la CENI a donc, dans le cas d'espèce, proposé que ces consultations soient couplées. Le gouvernement en prend acte, puis le gouvernement doit vérifier que l'ensemble des conditions sont réunies. Vous l'avez vu, ces propositions faites par la CENI impliquent un certain nombre de changements dans les textes. On a parlé de la modification du code électoral. Le gouvernement va donc veiller à préparer un projet de texte à transmettre à l'Assemblée nationale parce qu'il est important de rappeler que la République est très organisée. Chacun doit jouer sa partition pour que le résultat soit obtenu au bénéfice de tous. Le Conseil des ministres prépare donc un projet de loi qui inclut les modifications qui sont induites donc par la proposition de scrutin couplé, qui est transmis à l'Assemblée nationale, qui fait son travail, puis retour sur la table du gouvernement. À ce moment-là, lorsque le Conseil des ministres s'assure que l'ensemble des conditions sont réunies, il prend un décret pour convoquer le corps électoral. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce et je crois que nous devons nous réjouir de ce que l'ensemble des acteurs à ce processus joue sa partition pour l'intérêt commun. Qu'est-ce qui justifie le retard de l'organisation de ces élections annoncées pour 2023 par le chef de l'État? Ce que j'appelle le décalage du calendrier, parce que je préfère cette expression, encore une fois, n'est étranger à aucun d'entre nous. Lorsque la partie visible qui concerne donc l'ensemble des électeurs et qui est le recensement a commencé, on a vu tout de suite qu'il a été observé un certain nombre de faiblesses et d'insuffisances. Il a donc fallu que la CENI rapidement prenne des dispositions pour augmenter le nombre de jours qui au départ étaient prévus. Ça a déjà une incidence parce que c'est un calendrier. Lorsque vous avez prévu de faire quelque chose en 7 jours, que vous le faites en 10 jours, eh bien, il faut que ces 3 jours-là, vous puissiez les imputer. Ils auront un effet sur votre date butoir. Donc, on parle du recensement. Des jours ont été ajoutés. Ensuite, parce que nous sommes, rappelons-le, dans un contexte où le consensus est extrêmement valorisé, les acteurs politiques ont demandé que le fichier électoral fasse l'objet d'un audit externe. Il a donc fallu prendre le temps de mener cet audit et de disposer de ces conclusions pour pouvoir poursuivre le processus. Là encore, vous verrez que des jours se seront ajoutés à notre prévision initiale. Ensuite, nous-mêmes ici, nous avons vu que depuis les dernières élections, la population a forcément augmenté et corrélativement la population électorale.
il s'ensuit un certain nombre d'impératifs. Il faut que le nombre de centres de recensement et de vote soit augmenté, les bureaux de vote également. Cela demande un certain nombre de tâches préparatoires à la CENI. Ces tâches doivent être faites et bien faites parce que la matière électorale est une matière extrêmement importante. Une fois qu'on a fait tout ça, nous sommes arrivés autour de mi-novembre, si je ne me trompe pas. Et à mi-novembre, il fallait avoir la lucidité nécessaire pour admettre que nous ne pouvions pas, dans la précipitation, organiser un scrutin pour lequel les résultats sont aussi importants pour l'ensemble des Togolais. Raison pour laquelle ce nouveau cap de la fin du premier trimestre 2024 a été fixé par tout le monde se met en ordre de marche pour que ce cap soit tenu. Je suis Jean-Claude Bakali du journal afriquenews.tg. Pourquoi cette modification presque à chaque élection du code électoral et quelles sont les avancées du nouveau code électoral? Je vais commencer par le plus court. Les avancées dans ce code consistent en une seule chose. Nous avons mentionné que le chronogramme proposé par la CENI fait état de consultations électorales multiples. Nous avons regardé dans le code électoral, cette possibilité n'était pas prévue. Pour pouvoir suivre cette proposition dans ce nouveau contexte, il faut que la loi soit modifiée. Et donc, les avancées, très simplement, c'est pour inscrire dans le code électoral du Togo que des consultations électorales peuvent être couplées, si vous voulez, ou multiples. Parce que là, on parle de couplées, parce que ça a un couple, ces deux élections, ça peut aussi être plus. Et donc, il faut prévoir dans la législation la possibilité pour le Togo d'organiser des consultations électorales multiples. C'est l'objet des avancées qui ont été proposées dans ce projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Alors, pour en revenir à la question du pourquoi, j'ai envie de répéter que la matière électorale n'est pas figée. Lorsque vous avez fini de faire une élection, il faut tirer les leçons de ce processus et dans la volonté d'amélioration constante, inscrire dans votre environnement ou dans votre cadre électoral l'ensemble des évolutions que vous suggère l'examen du processus passé. Il y a aussi, je l'ai indiqué tantôt, que le chef de l'État a imprimé à la vie politique de ce pays un certain nombre d'habitudes. Ces habitudes ont pour nom le dialogue, la concertation, le consensus. Il s'agit de façon permanente de rassurer l'ensemble des acteurs politiques sur la volonté de préserver l'intérêt général. Alors il arrive que les acteurs politiques fassent des propositions. Ces propositions doivent être examinées, analysées. Si elles sont pertinentes et acceptées par le plus grand nombre, il faut qu'elles soient maintenant inscrites dans l'arsenal juridique. C'est donc la raison pour laquelle les évolutions du code électoral peuvent être observées. Ce n'est pas, à mon avis, une insuffisance. Au contraire, c'est la preuve que c'est un processus qui est conçu et mis en œuvre de façon très dynamique et que l'ensemble des partenaires à sa voix peut faire des propositions qui sont analysées par tout le monde et qui, lorsqu'elles emportent le consensus, sont inscrites désormais au fil de ces évolutions des textes. Ferdinand Fognon, directeur de la radio Nana FM. Avec le retard constaté, certains acteurs politiques pensent qu'en organisant les élections en 2024, qu'on tombe dans un vide institutionnel. Quel est l'avis du gouvernement sur cette préoccupation des acteurs politiques? Pardonnez-moi, vous m'avez vu un peu sourire lorsque vous avez posé la question. Je souriais au regard de l'habitude parce que, avouons-le, c'est devenu en quelque sorte une rengaine qui revient à chaque élection. Je la comprends parfaitement. Simplement, si nous nous intéressons à ce qui se passe dans notre pays au fil de la vie électorale, nous observerons quelque chose. Nous observerons, et vous en serez d'accord avec moi, que la législature actuelle date de décembre
2018. Ce sont des élections qui auraient dû avoir lieu un peu plus tôt. Parce qu'en 2012, déjà, nous aurions dû avoir des élections législatives. Ces élections législatives ont été finalement tenues en 2013. C'est ce qui a fait que lorsque vous ajoutez 5 ans à 2013, vous venez à décembre 2018 pour la 6e législature. C'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau de s'inquiéter, que quelque chose qui est déjà arrivé et pour lequel le Togo a trouvé les solutions pour que la vie institutionnelle se poursuive de façon harmonieuse, se produit encore une fois. Disons-nous que nous en avons déjà les ressources, nous avons l'expérience, ça a déjà été fait. Et la bonne nouvelle à ce chapitre, c'est que le législateur togolais est avisé. L'article 52 de la Constitution de notre pays a pris des dispositions qui font que, Dieu merci, nous n'aurons jamais de vide. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut également dire que la régularité calendaire est un indicateur de la qualité de la gouvernance. C'est pour cela que lorsqu'on constate qu'il y a un décalage, il faut rapidement fixer un terme pour que les choses, si vous voulez, reviennent dans l'ordre et que la vie républicaine puisse se poursuivre. Les élections vont se tenir en mars 2024. Et face aux menaces sécuritaires, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour sécuriser la libre circulation lors des campagnes? Alors, sur le chapitre de la sécurité, je vais vous inviter à vous intéresser aux travaux du Conseil des ministres du 25 novembre dernier, au cours duquel cette question a été largement évoquée. Et à l'issue des communications qui ont été faites, des instructions ont été données au département en charge de la sécurité pour que, d'une part, les périodes électorales fassent l'objet d'une attention particulière, à la fois par l'accroissement des effectifs, mais également par l'agilité dans le déploiement et une certaine adaptabilité constante pour que le maillage soit renforcé et que tout au long du processus électoral, les forces de défense et de sécurité puissent être aux côtés des acteurs politiques, des électeurs, des candidats, mais également que, chemin faisant, la vie nationale puisse se poursuivre en toute sécurité, ayant pris conscience des défis, de la persistance de certains défis dans certaines régions et également ayant mis en place donc le programme d'urgence de résilience et de sécurité des communautés. Alors, d'après le 5e recensement général de la population de l'habitat, si on fait un petit calcul, il faut à peu près 141 500 habitants pour un député dans la région maritime. Quand je prends l'exemple des plateaux, il faut juste 65 000 habitants. Certains acteurs pensent que la différence est trop importante selon les régions. J'ai pris juste l'exemple de la région maritime et celle des plateaux. Quelle appréciation le gouvernement fait de ce constat? Avant de vous donner des éléments d'appréciation, je voudrais que nous rappelions que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, malgré le fait que cela se répète de plus en plus, n'ont pas été indiqués à l'issue du recensement général de la population et de l'habitat, parce que ce n'était pas la vocation de cet exercice. Le RGPH 5 a dénombré les populations togolaises. Point. Maintenant, les documents que nous voyons circuler également récemment et qui tendent à établir ce genre de rapport sur le nombre d'électeurs qui permettent d'être députés dans telle ou telle région. Il faut également reconnaître que ces documents ne proviennent pas de l'Institut national en charge de la statistique et des études économiques et du développement. Ce sont des simulations qui sont faites par des acteurs politiques et c'est là que je reviens pour dire que c'est de bonne guerre. Lorsque vous vous préparez à aller à des consultations, vous avez le devoir de faire en sorte que vous soyez sûr que l'existant puisse vous y aider. Mais au-delà donc des intérêts politiques des uns et des autres, encore une fois, je nous invite à nous attacher à l'histoire. Le découpage que nous avons actuellement date de 2012
Et ce découpage a été accepté par tous sur la base essentiellement des critères démographiques et géographiques. Ce découpage nous a servi jusqu'ici. Il a permis de mettre en place des institutions qui fonctionnent au service de la République togolaise. Je crois que le principal, c'est d'admettre cela et dans un esprit d'ouverture, de dialogue, de consensus permanent, de mettre sur la table toutes les nouvelles évolutions souhaitées pour que dans les cadres existants, des discussions se mènent qui peuvent, comme je l'ai indiqué plus tôt dans mon propos, être actées et prises en compte lorsqu'elles sont pertinentes, lorsqu'elles sont acceptées par tous. Je voudrais donc insister sur le fait que le débat d'opportunité qui est ouvert par un certain nombre d'acteurs politiques au regard de leurs propres calculs ne doit pas prendre le pas sur la réalité de notre marche commune. Et dans cette marche commune, nous avons donc ces repères, le découpage électoral existant, les critères qui ont été acceptés par tous par ce découpage, tout ce que cela nous a permis de faire jusqu'ici. Une fois que j'ai dit cela, il faut également que nous nous attachions à ce que le président de la République a été sensible à la demande qui a été formulée de réfléchir une nouvelle fois sur la composition de la représentation nationale à travers donc la question du découpage. Le chef de l'État a donc demandé au cadre permanent de concertation de se pencher sur la question et de faire des propositions. Cela a été fait. Il nous a été indiqué que l'unanimité a été trouvée sur un certain nombre de grandes questions. Ce qui relève du gouvernement est revenu sur la table du gouvernement. Le gouvernement fait sa part et je pense qu'à ce stade, je peux vous dire sans risque de me tromper que des textes ont été transmis à l'Assemblée nationale et qu'une fois que l'Assemblée nationale aura fait sa part, chacun verra ce qui est acté, ce qui est pris en compte, ce qui est désormais voté comme évolution par rapport à toutes les réflexions qui ont été faites, aux propositions qui ont été versées ça et là par les acteurs. Est-ce qu'on peut s'attendre, au regard de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à une augmentation substantielle du nombre de députés? Je crois que c'est l'occasion de revenir sur le fait que, vous l'avez mentionné à raison, la gouvernance concertée est le mode que le chef de l'État a choisi, qu'il prône et qu'il met en œuvre. Et je dois mentionner qu'il est une bonne chose que notre démocratie puisse se construire sur ces bases-là et que les acteurs politiques soient une force de proposition. C'est ce que nous avons vu ici. Vous l'avez dit, les acteurs politiques ont proposé un certain nombre d'augmentations. Le gouvernement a fait sa part. Maintenant, dans la République, il y a plusieurs pouvoirs. Il n'appartient pas au chef de l'État ou au Conseil des ministres de décider de but en blanc, d'augmenter le nombre de députés parce que ça va faire plaisir à telle ou telle autre personne, mais de proposer des évolutions du cadre législatif à l'Assemblée nationale qui fera son travail. Et encore une fois, et c'est là que je veux que nous tous nous attachions, l'Assemblée nationale va faire son travail. Pour ce qui est des lois simples, bon, elle passera au vote, mais pour les textes organiques, l'Assemblée nationale va faire son travail, ça va aller au contrôle de constitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle, puis ça va revenir. En tout cas, la procédure va suivre son cours. Je l'ai indiqué, nous nous attachons à ce que les choses se fassent de façon régulière, telle que c'est prévu par les lois que nous-mêmes nous sommes données, en ne restant pas figés, mais en restant attentifs et vigilants pour que force reste à la loi, si vous me passez cette expression, et que notre démocratie se construise ainsi et que les acteurs politiques soient, chacun en ce qui le concerne, des partenaires de la discussion politique dans le cadre de la concertation et de la recherche du consensus. Merci de votre intérêt, messieurs les journalistes. Je voudrais me réjouir de la qualité des échanges que nous avons eus et indiquer également que pour nous tous, Togolais, cela doit être un motif de satisfaction que le dialogue, la concertation nous permettent de trouver des solutions aux questions qui se posent à notre société. La classe politique, oui. Dans tous les autres secteurs, il y a toujours matière à échanger
pour évoluer, parce que c'est ensemble que nous construirons le Togo. Et sur la question de la sécurité que vous avez évoquée, je voudrais insister sur le fait que des instructions ont été données et que les dispositions sont prises par les services en charge de la sécurité pour que les échéances électorales soient totalement sécurisées sur toute l'étendue du territoire national pour nous tous. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.